Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue au webinaire du DAC qui aura comme thème aujourd'hui la MDPH de Haute-Savoie. Donc, je vais vous rappeler quelques principes de fonctionnement et de déroulé de ce webinaire. Donc, il se déroulera en deux temps, un premier temps de présentation et un second temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez tout au long de la présentation poser vos questions dans le petit onglet questions-réponses. Donc, ça ne perturbera pas du tout la présentation et nous, on pourra ensuite les présenter au présentateur, pour le coup, pour qu'il puisse y répondre. Donc, sur le contenu, donc c'est une présentation de la MDPH. Aucune situation individuelle ne sera abordée. On vous demande à ce que les échanges restent courtois et dans le respect de chacun. Et en dernière information, on vous demande lors de la fin du webinaire de bien vouloir vous déconnecter afin qu'on puisse récupérer l'enregistrement. Donc voilà, je vais laisser la parole à Madame Véronique Marchand, qui est chef de service évaluation, et Monsieur Thierry Métral, qui est directeur adjoint de la MDPH. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, comme vous l'avez toutes et tous entendu, nous allons vous proposer une présentation de la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Au menu de ce jour, nous vous proposons donc en première partie un petit retour sur ce que dit la loi. En seconde partie, la MDPH de la Haute-Savoie, son organisation, les parcours, etc. Une troisième partie qui sera consacrée aux droits et aux prestations dans leur globalité. Puis un petit focus sur le parcours d'un dossier. Et enfin, une partie fort intéressante sur les données d'activité, des données plutôt chiffrées sur les évolutions, etc. Je laisse la parole à Véronique Marchand, qui va vous faire un petit retour sur la loi du 11 février 2005. Donc, merci Thierry. Donc, dans la loi qui crée les MDPH, date effectivement du 11 février 2005. Et donc, je vais vous présenter les grands principes, la définition, les droits fondamentaux qu'elle vise, l'instauration d'un droit à compensation et Thierry reprendra pour vous présenter la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Donc, ce qu'a changé la loi de 2005, tout le monde connaît ou a connu les Cotorep qui avaient été créés en 1975, les CDES qui avaient été créés en 97 et 98. La loi de 2005, elle a redéfini le handicap en présentant une définition plus large que ce qu'il existait auparavant. Donc, nous vous l'avons mis dans le PowerPoint. Je vais vous la lire parce qu'elle est intéressante. Constitue un handicap au sens donc de la loi de 2005, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société que la personne subit dans son environnement parce qu'elle est face à une altération substantielle, c'est-à-dire qui est existante, qui est importante. Elle peut être durable ou définitive, donc il y a une notion de durée qui est très importante à prendre en compte, et elle touche donc pour la personne ses fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques. Il peut s'agir également d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc cette définition, c'est notre base de travail, et à partir des éléments qui nous sont transmis, nous allons observer la personne dans son environnement, comment elle vit, quelles sont ses déficiences ou altérations de fonction. Ces altérations de fonction, ces déficiences, elles doivent exister et ou avoir une présence et elles vont perdurer pendant plus d'un an. Et là, une notion donc de durée dont on parle dans la définition. Donc, on va regarder à partir de ces déficiences quelles sont les difficultés que rencontre la personne, donc c'est-à-dire ses limitations d'activité ou incapacité, et
on va voir si elle a un désavantage, donc une restriction dans sa participation à la vie en société. Et donc ça, c'est vraiment la base de la loi de 2005. Donc, elle vise aussi cette loi à permettre l'accès à tous aux droits fondamentaux et notamment que toute la société soit accessible, que la personne puisse bénéficier, comme tout un chacun, d'une vie le plus autonome possible dans son environnement. Et donc, du coup, pour permettre ça, la loi, elle instaure un droit à la compensation qui va être un droit à une compensation personnalisée. Pour une même pathologie, une personne pourra avoir des besoins qui vont être différents selon son environnement, selon ses capacités, selon son souhait. Et donc, on vous a mis ici un petit exemple avec donc deux triangles qui sont un exemple qui est en lien avec la scolarité, permettre à un enfant d'accéder à une scolarité le plus facilement possible pour lui, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer donc en lien avec son handicap. Donc en fait, vous voyez ici que la société, et c'est vraiment la base de la loi de 2005, elle doit être accessible à tous, mais lorsque l'accessibilité n'est pas suffisante, à ce moment-là, on va pouvoir peut-être mettre en place des adaptations. Par exemple, si on prend le sujet de l'enfant qui va à l'école, on va adapter par des moyens mis en œuvre par les enseignants, on va adapter son enseignement, on va lui donner des polycopiés, on va lui donner un peu plus de temps pour faire ses devoirs, etc. Et si ces adaptations ne sont pas suffisantes, à ce moment-là, on pourra mettre en place une compensation, une adaptation. Donc là, on va peut-être lui permettre d'accéder à une classe spécialisée où il aura un enseignement avec un plus petit groupe d'élèves. Et puis, effectivement, donc troisième degré, si ces adaptations ne sont pas suffisantes, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place une compensation et peut-être qu'il aura besoin d'avoir, par exemple, une aide humaine pour l'aider dans sa scolarité, être présent avec lui à l'école. Donc, on va de toute façon se baser sur son souhait, sur le souhait de la famille, sur ses besoins qu'on va évaluer. On va tenir compte de son projet de vie et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète, pour une même déficience, une même difficulté, la compensation pourra être différente selon le projet de vie de la personne et ses besoins. Petit problème technique. Non, pas de problème. Alors, on va tâcher de passer Non, mais c'est PowerPoint en plein écran. Ah, ça a été demandé parce Oui, qu'il n'arrive pas. plus visible pour vous. Voilà, normalement, ça doit fonctionner. Donc, la loi du 11 février 2005, que dit-elle concernant notamment la maison départementale des personnes handicapées? Alors, cette loi pose notamment la mise en place d'une nouvelle gouvernance avec la création des MDPH. La MDPH de la Haute-Savoie, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un groupement d'intérêt public qui est sous la tutelle administrative et financière des départements. L'un des principes forts de la loi, c'est l'association des personnes en situation de handicap. Dans les MDPH, vous allez retrouver la commission exécutive que l'on appelle la COMEX. Le rôle de la COMEX, il s'agit tout simplement d'administrer la MDPH. Elle est présidée par le président du conseil départemental, président de la COMEX. Dans les MDPH, vous allez retrouver également la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission
prend les décisions et les avis. Quelles sont les missions des MDPH? Alors, ces missions sont fortes. Il s'agit notamment de l'accueil, de l'information et de l'accompagnement. Il s'agit également de l'évaluation des besoins, mais aussi de l'ouverture des droits et des prestations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La MDPH gère aussi le Fonds départemental de compensation du handicap et elle a un rôle fort en ce qui concerne la sensibilisation des citoyens au handicap. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait notamment aujourd'hui. Concernant la convention constitutive du groupement d'intérêt public du GIP du 22 décembre 2005. Ce groupement d'intérêt public, cette convention, elle fut signée et elle est signée par l'État, le département de la Haute-Savoie, la caisse d'allocation familiale et la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, ça a créé la MDPH de Haute-Savoie, un groupement d'intérêt public, je vous en ai parlé. Cette convention constitutive, juste pour information, elle décrit aussi les missions et le fonctionnement de la COMEX, les rôles, les missions du président, du directeur et le fonctionnement de la MDPH. Elle prévoit également la mise en commun de moyens pour le fonctionnement de la MDPH. Alors, la MDPH, je vais vous donner quelques infos qui sont plutôt intéressantes. C'est un lieu d'accueil et d'information, ça fait partie de ses missions. Nous disposons d'un site internet www.mdph74.fr, mais également d'une plateforme de dépôt de demande en ligne, puisqu'effectivement les usagers ont la possibilité de déposer directement leur demande en ligne. Donc, vous avez le site qui s'inscrit https://mdphenligne.cnsa/mdph/74. C'est vraiment important. Ce site évolue et est plutôt interactif, donc n'hésitez pas à communiquer sur ce site. La MDPH, c'est également un accueil physique tous les jours de 8h30 à midi et de 13h45 à 17h, à l'exception des premiers et troisièmes jeudis matin de chaque mois. La MDPH, c'est également un accueil téléphonique au 04 50 33 22 50 tous les après-midi de 13h45 à 17h, mais c'est aussi une adresse mail mdph@mdph74.fr. Donc un accueil physique, téléphonique, numérique. La MDPH à Annecy est située au sein d'un bâtiment, 26 avenue de Genève. Ce bâtiment accueille toutes les directions thématiques sociales et médico-sociales de la Direction générale adjointe Action sociale et solidarité du département de la Haute-Savoie. Vous retrouverez notamment la direction de l'autonomie, la direction enfance et famille et la direction insertion, emploi, habitat. Je passe la main à Véronique concernant les partenaires de la MDPH. Donc la MDPH travaille avec un certain nombre de partenaires puisque son rôle est d'ouvrir, de proposer des droits aux personnes en situation de handicap pour compenser leurs difficultés. Et donc, nous envoyons des décisions à la personne, mais pour les mettre en œuvre, ces décisions, nous collaborons donc avec un certain nombre de partenaires. Le premier, on va dire que c'est le département de la Haute-Savoie, qui assure une tutelle administrative et financière de la MDPH, on vous l'a dit, mais qui finance également une des prestations, qui est la prestation de compensation du handicap, et qui est également le financeur d'un certain nombre d'établissements et services. Nous reviendrons plus tard sur tous les droits que l'on peut proposer aux personnes. Donc, nous travaillons également avec l'Agence régionale de santé et la CPAM, qui finance un certain nombre d'établissements et de services.
Pour le versement des allocations pour lesquelles nous ouvrons des droits, nous travaillons donc avec la CAF et la MSA, qui sont donc les organismes qui versent l'allocation adulte handicapé et l'allocation pour l'enfant handicapé. Nous travaillons avec l'Académie de Grenoble pour les parcours de scolarité des enfants. Donc, c'est l'Académie de Grenoble qui gère les recrutements et les affectations des aides humaines à l'école pour lesquelles nous faisons des notifications et qui gère les classes Ulysse et SECPA, entre autres. Et nous collaborons également avec France Travail, qui, lui, gère les accompagnements vers l'emploi des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi. Nous travaillons avec l'imprimerie nationale qui, elle, fabrique les cartes mobilité inclusion. Nous reviendrons sur tous les droits. Et puis, nous travaillons avec tous les organismes gestionnaires. Et puis, nous avons un grand nombre de partenaires. Et le DAC, d'ailleurs, fait partie de ces partenaires. Alors, à mon tour, je vais vous parler des relais de proximité de la MDPH sur le territoire. Ces relais de proximité sont les équipes territorialisées du handicap que beaucoup connaissent, j'imagine. On les appelle communément les ETH. Ces équipes territorialisées du handicap ont été créées par la commission constitutive de la MDPH de la Haute-Savoie en 2005. Comme je vous le disais, ce sont vraiment des relais de proximité sur le territoire. Ces ETH, en fait, elles ont une double mission: accueillir, informer les usagers, mais aussi évaluer les besoins à domicile, notamment dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Chaque ETH est rattaché hiérarchiquement à une direction territoriale du département, du conseil départemental, donc en charge de l'action sociale et médico-sociale sur son territoire. Petit focus sur les 4 équipes territorialisées du handicap. Donc, vous retrouverez notamment un ETH sur la direction territoriale du Genevois, 23 avenue Émile Zola à Annemasse. Vous avez les coordonnées de chaque ETH. Vous retrouverez également une ETH sur le territoire du Chablais, mais aussi Arves, Faucigny, Mont-Blanc et sur le bassin annécien. Je passe la main à Véronique concernant le parcours du dossier. Ou alors non, peut-être que je vais la reprendre la main. Je la reprends? Tu la reprends. Je la reprends. Alors, je vais reprendre la main. On va essayer de ne pas nous perturber. Je vais vous parler du parcours d'un dossier. Lorsqu'un usager arrive à la MDPH, que fait-il? La première chose, il va déposer son dossier. Son dossier sera déposé à l'accueil de la MDPH s'il vient physiquement. Par la suite, l'étape numéro 2 consiste à enregistrer les informations du dossier, qu'il s'agisse de son nom, son prénom, sa date de naissance, donc tout un tas d'informations qui sont essentielles au bon enregistrement et à la bonne évaluation de son dossier. Puis, une fois ce dossier enregistré, ses droits seront évalués, notamment par les équipes pluridisciplinaires qu'a évoqué Véronique tout à l'heure. Enfin, sera établi un plan de compensation et l'ensemble de ces dossiers seront présentés à la CDAPH pour qu'une décision soit émise. Et enfin, dès lors où cette décision sera émise, la notification de décision sera adressée à l'usager par voie postale. Là, il s'agit du parcours du dossier. Toujours moi. Les demandes formulées par les familles ou les représentants légaux, en fait. Concrètement, le dossier, lorsqu'il arrive à la MDPH, ce dossier, donc, il est daté. Puis ce qui est important, c'est la date de réception. On reçoit un CERFA. C'est un document donc national, un CERFA de demande, qui doit être daté et signé page 4 par les 2 représentants légaux. Il y a des pièces qui sont obligatoires, ce qu'on appelle les pièces de recevabilité.
Il nous faut notamment un justificatif de domicile d'un des deux représentants légaux. Attention, ce justificatif de domicile doit avoir moins d'1 an. Comme vous le voyez sur la slide, il peut s'agir d'une facture d'eau, d'électricité, de gaz, peu importe. Mais il est important de disposer de ce justificatif de domicile. On a également besoin d'un justificatif d'identité. Donc, une pièce d'identité qui soit en cours de validité. Donc, c'est important. Il nous faut également un certificat médical de moins d'1 an. Ce certificat médical, attention, il doit disposer du tampon du médecin, de sa signature. Donc là, on a vraiment 4 pièces, le CERFA, le justificatif de domicile, le justificatif d'identité et le certificat médical. Véronique, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, que dans certaines situations, d'accord, pardon. Dans certaines situations, donc il nous faut le jugement. Aussi, s'il y a une séparation des parents, ou si l'enfant est placé, ou si l'adulte fait l'objet d'une mesure de protection. Donc ensuite, ce dossier qui est arrivé, il va suivre un parcours. Comme vous l'a dit Thierry, la demande est d'abord enregistrée. Donc, nous tenons compte de la situation de la personne. Il y a tout un tas d'éléments qui sont reportés pour qu'on ait une vision de la situation du demandeur. Et ensuite, donc, intervient le travail de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, qui est composée d'une trentaine d'agents avec des profils professionnels différents. Nous avons médecins, infirmières, psychologues, assistants sociaux, ergothérapeutes, référents évaluation. Donc, on a une trentaine de personnes. Il y a aussi des secrétaires. Et donc, nous évaluons la situation de la personne. Nous regardons donc quelle est sa situation, les droits auxquels elle pourrait prétendre, et nous faisons une proposition. Et il se peut à cette étape-là que nous n'ayons pas suffisamment d'éléments, donc nous allons demander des pièces d'évaluation complémentaires, et éventuellement nous pourrons recevoir aussi la personne. Il y a des entretiens réguliers, médicaux, infirmiers, avec un psychologue, et puis d'autres agents peuvent tout à fait recevoir des familles. Donc ensuite, une fois que nous avons fait l'évaluation des besoins, nous faisons une proposition d'ouverture d'un certain nombre de droits sur lesquels on reviendra. Nous présentons toutes ces propositions à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et c'est cette commission, qui prend les décisions à avis, et les familles reçoivent ensuite une notification de décision. Bien sûr, comme toute décision administrative, la décision qui est prise par la Commission des droits et de l'autonomie peut faire l'objet d'un recours. Donc, on a déjà un premier niveau de recours qu'on propose aux familles une conciliation. Nous avons un conciliateur qui, avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire, peut expliquer pourquoi on a dit oui ou non à tel ou tel droit. Ensuite, le deuxième niveau de recours, c'est le recours administratif, qui est préalable, qui est obligatoire pour ensuite aller au tribunal le cas échéant. Et donc, ce niveau de recours se fait par un courrier avec des éléments complémentaires. En effet, il se peut qu'à la première instruction du dossier, nous n'ayons pas eu suffisamment d'éléments, nous n'ayons pas mesuré le besoin de la personne, et donc nous pouvons revenir éventuellement sur la proposition, et la CDAPH peut revenir sur sa décision et modifier les droits proposés. Donc ensuite, de nouveau, une notification arrive à la personne, et c'est à ce moment-là qu'il y a le troisième niveau de recours, qui est donc le recours contentieux auprès du tribunal. Selon la situation, le tribunal est différent. Toutes les explications sont données dans le courrier que reçoit la famille avec sa notification. Donc un petit focus sur l'équipe pluridisciplinaire. Je vous ai dit une trentaine d'agents, 2 métiers différents. Et donc, notre rôle, c'est vraiment d'évaluer les besoins de compensation. Alors, on le fait à partir de guides nationaux, comme le guide des éligibilités des MDPH, par exemple. Et puis, nous avons également d'autres documents supports
pour pouvoir bien évaluer les besoins des personnes. Nous avons des guides particuliers sur la prestation de compensation du handicap, sur tout ce qui est orientation scolaire pour les enfants, voilà, et tout un tas d'autres choses. Et donc, toujours en référence au texte réglementaire, puisque tout est décrit au niveau réglementaire pour pouvoir proposer des droits qui soient adaptés aux besoins des personnes et qui soient les mêmes sur tout le territoire national. Donc, on propose un plan personnalisé de compensation. Donc, c'est un plan qu'on envoie aux familles. À la MDPH de Haute-Savoie, nous envoyons des plans systématiquement pour les situations qui font l'objet d'un droit PCH. Pour les autres, nous n'envoyons pas de PPC. Nous faisons directement la proposition à la famille. C'est le fait de pratiquement toutes les MDPH, parce que cet envoi de PPC nécessite que la famille d'attendre 15 jours et que la famille, dans les 15 jours, puisse nous faire part de son accord ou de son refus de ce qui est proposé. Ça va un peu trop vite, alors je vais revenir en arrière. Voilà. Et donc, l'équipe pluridisciplinaire est vraiment à l'écoute du projet de la personne, des besoins des personnes qui nous demandent. Et donc, nous pouvons, à l'occasion, contacter les partenaires ou rencontrer les familles ou les demandeurs. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. C'est pour moi. Vas-y. Soyons fous. Allez, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission, qui est un organe essentiel de l'MDPH, qui décide, elle est composée de 23 membres, 4 représentants du département, 4 représentants de l'État et l'Agence régionale de santé, 2 représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales, 2 représentants des organisations syndicales, 1 représentant des associations de parents d'élèves, 7 représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, 1 membre du conseil départemental et de la citoyenneté de l'autonomie, qui est désigné par le conseil, 2 représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées. En Haute-Savoie, la CDAPH, elle se réunit chaque mois en séance plénière le premier mardi de chaque mois et en séance restreinte le 3e mardi de chaque mois. La CDAPH, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, comme je vous l'ai dit et comme le dit la loi, elle prend des décisions individuelles de droit ou de prestation ou d'orientation. Ces décisions, Véronique vous en a parlé, elles sont notifiées aux demandeurs ou à leurs représentants légaux. Ces décisions peuvent faire l'objet de recours administratifs préalables obligatoires, RAPO, puis de recours contentieux. Toujours, Véronique vous a fait un petit point sur ces RAPO avant et sur cette démarche contentieuse. Les principales décisions donc de la CDAPH, elles concernent quoi? Elles peuvent concerner l'allocation aux adultes handicapés, AAH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, et l'orientation professionnelle. Des décisions qui concernent également l'orientation vers des établissements et services médico-sociaux pour enfants ou pour adultes, mais aussi la prestation de compensation du handicap. Des décisions qui concerneront également l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, mais aussi la scolarisation des élèves en situation de handicap, notamment l'accompagnement de l'élève en situation de handicap, le matériel pédagogique adapté, etc. Et cette CDAPH donne un avis sur la carte mobilité inclusion. Alors, nous allons désormais vous parler, ou plutôt Véronique va vous parler des droits et des prestations. Alors donc, je vais revenir sur le petit schéma. Donc, on vous a mis tout ce qui était allocation et toutes les autres prestations pour lesquelles on prend des décisions. Donc, il y a des allocations et orientations qui sont à destination des enfants. Donc, la première, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. C'est une prestation familiale qui est destinée à aider les parents
dans la prise en compte de leur enfant qui est en situation de handicap. Ça peut être enfant, adolescent, on va jusqu'à 20 ans. Donc, ça ne tient pas compte des ressources des familles, mais vraiment lié à tout ce qui va nécessiter un besoin financier supplémentaire du fait du handicap de l'enfant. On oriente aussi l'enfant dans la scolarité. Donc, on va donc pouvoir proposer un certain nombre d'accompagnements. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque l'exemple qu'on vous donnait pour présenter la MDPH et puis la loi de 2005, c'était bien de vous expliquer qu'un enfant, d'abord, il doit bénéficier à l'école de tout ce qui peut être mis en place pour rendre accessible la scolarité. Donc, il y a tout un tas de dispositifs, les PPRE, etc., qui existent au niveau de l'école. Donc, ça, c'est l'instituteur qui va mettre en œuvre un accompagnement. Et puis après, il peut y avoir des adaptations. Donc, l'enfant va peut-être avoir besoin d'être accueilli dans une classe spécialisée de type SECPA ou de type ULIS. Et puis après, quand on voit que ces accompagnements atteignent un peu de limites et que ça ne répond pas vraiment aux besoins de l'enfant, à ce moment-là, on va pouvoir apporter une compensation. Et c'est tout l'objet donc du travail de l'équipe pluridisciplinaire que de déterminer de quel type de compensation a besoin l'enfant pour faire une scolarité la plus adaptée possible à ses besoins. On peut aussi donc orienter les enfants vers des établissements ou des services. Donc là, on va retrouver les DITEP, les DIME. Aujourd'hui, ce sont des dispositifs où l'enfant pourra être accueilli soit en ambulatoire, soit en internat et pouvoir bénéficier d'un appui pour donc pouvoir suivre une scolarité et vivre le mieux possible avec sa situation de handicap. Ensuite, donc, on a les droits qui sont relatifs aux adultes. Donc, pour les adultes, eh bien, l'allocation financière principale sur laquelle on intervient, c'est l'allocation aux adultes handicapés. C'est une prestation donc, qui garantit un minimum de revenus aux personnes handicapées. Et pour y prétendre, il faut avoir des difficultés et ne pas pouvoir s'inscrire dans le milieu ordinaire de travail. Donc, on va trouver donc, des personnes qui sont en difficulté à se maintenir sur un poste en milieu ordinaire de travail. Cette allocation, elle peut être donnée à deux types. Donc, c'est le Code de l'action sociale et des familles qui le définit. Donc, on peut la donner lorsque on reconnaît à la personne un taux d'incapacité supérieur à 80% ou lorsque la personne a un taux d'incapacité entre 50% et 79% et qu'elle subit une restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi. Je pourrais répondre à des questions plus précises s'il y en a après. La fameuse RSDA. Oui, donc il y a ensuite un autre droit qui est bien connu, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc ça, c'est un droit qui est donné aux personnes qui ont des difficultés à se maintenir ou à accéder à un emploi du fait de leur handicap. Grâce à cette reconnaissance, les personnes deviennent ce qu'on considère comme un public prioritaire, c'est-à-dire qu'elles pourront être priorisées pour se former, pour accéder à un certain nombre de dispositifs. Si elles trouvent un emploi et qu'il y a besoin d'aménagement sur leur poste, elles pourront aussi bénéficier d'aides financières, enfin l'employeur pourra bénéficier d'aides financières pour aménager le poste de travail et faire que le salarié puisse rester longtemps dans son emploi. Nous procédons également donc à l'orientation d'adultes en établissement en service. Alors là, on a tous les établissements et services qui sont liés aux professionnels, avec notamment les ESAT. Et puis, on a aussi les dispositifs qui vont accueillir plutôt des personnes, soit à la journée, soit avec aussi des nuits. Et donc, on a les foyers d'hébergement, les foyers de vie, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées
Donc voilà, en fonction du besoin des personnes. Et puis il y a des droits et prestations qu'on ouvre à la MDPH et qui sont à la fois pour les enfants et pour les adultes. Donc notamment la prestation de compensation du handicap, qui est une aide financière financée par le département et qui est destinée à accompagner les personnes pour compenser leur perte d'autonomie. Donc, pour avoir droit à cette prestation, il faut rentrer dans des critères particuliers, voilà, sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez. Il faut avoir une difficulté absolue dans un des actes de la vie quotidienne ou deux difficultés graves. Donc, je pourrais préciser si vous le souhaitez. On donne un avis donc sur l'octroi de la carte mobilité inclusion. Avant, on appelait ça des cartes d'invalidité, de stationnement et de priorité avant 2017, pardon. Et puis, depuis, donc, on a une seule et même carte mobilité inclusion. Et donc, elle porte une mention invalidité, priorité au stationnement en fonction du besoin de la personne. La carte priorité, ça va être quand la personne rencontre une station debout pénible. La carte de stationnement, c'est il faut avoir une capacité de déplacement à pied limitée. Donc, elle porte un petit peu mal son nom parce que c'est bien pour se stationner, mais c'est surtout pour se stationner pas trop loin de l'endroit où on va. Donc, c'est bien la capacité de déplacement à pied qu'on va évaluer. Et puis, la carte d'invalidité, pour l'apercevoir, enfin, pour l'avoir, il faut avoir un taux d'incapacité supérieur à 80%. Donc, les PCH et les CMI sont des prestations qui concernent à la fois les enfants et les adultes. Donc, les droits que nous proposons et que la CDAPH décide sont des droits qui ont un début et une fin. Et donc, il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années pour faciliter la vie des gens. Et du coup, il y a eu pas mal de mesures de simplification avec une extension des droits sans limitation de durée. Donc, par exemple, l'allocation adulte handicapé, elle ne pouvait pas dépasser 10 ans. Aujourd'hui, on peut, lorsque c'est attribué au titre d'un taux à plus de 80%, on peut la donner sans limitation de durée. Pour la PCH, c'est la même chose. Pour la RQTH aussi, c'est la même chose. Ce qu'on va regarder pour attribuer sans limitation de durée un droit, c'est si dans l'état actuel des connaissances médicales, la situation de handicap que rencontre la personne va évaluer favorablement sur une durée relativement courte ou ne va pas évoluer favorablement. Donc, c'est ce qui va nous guider dans la détermination de la durée. Après, il reste qu'il y a des droits qui sont limités. Au minimum, donc on va la donner 1 an. Et puis, au maximum, on peut donner 10, 5, 10 ou sans limitation de durée. Quelques chiffres? Quelques chiffres, oui, pour terminer cette présentation. Quelques chiffres donnés d'activité de la MDPH de la Haute-Savoie. Certains le savent peut-être, la Haute-Savoie, au 31 décembre 2024, c'était à peu près 870 000 habitants. Et au 31 décembre 2024, pardon, 56 760 personnes avaient au moins un droit ouvert à la MDPH, soit 6,52% de la population départementale, ce qui est relativement conséquent. 17 220 personnes ont déposé une demande en 2024. En comparaison, en 2016, 16 000 personnes avaient au moins un droit ouvert à la MDPH. Donc l'augmentation, elle est considérable, de 225%. Toujours concernant ces données d'activité, sur la prochaine slide, alors celle que vous avez à l'écran, vous voyez l'évolution des demandes de 2009 jusqu'à 2024. Je vous fais un petit rappel. 2023, on avait 40 390 demandes. Ce chiffre est en constante augmentation. 2024, 41 827 demandes. Concernant les décisions et avis pris par la CDAPH, 42 903 en 2023, 51 169 en 2024. Autant dire qu'on travaille.
Les demandes en cours d'évaluation au 31 décembre 2023, on avait 14 503. Elles sont de 12 552 en 2024. Les délais moyens de traitement des demandes de 2018 à 2024, on attache un soin tout particulier à ces délais de traitement, mais aussi à la qualité de traitement. Le délai moyen de la MDPH, il est de 3,5 mois en 2024. Ce délai ne cesse de diminuer depuis 2018. La MDPH de la Haute-Savoie fait partie des 30 meilleures MDPH en termes de délai au niveau national. Ce qui est plutôt intéressant pour les usagers, mais aussi pour les agents qui travaillent. En 2020, en septembre 2024, voilà, on avait, je reviens sur cette diminution des délais de traitement. Vous pouvez juste voir que tout diminue, y compris les délais pour les adultes, les délais pour les enfants. Après les délais moyens de traitement, un petit focus sur le pourcentage des droits qui sont accordés sans limitation de durée. Véronique vous en a parlé, c'est vraiment important d'essayer, dans la mesure du possible, d'octroyer des droits sans limitation de durée. Vous pouvez constater que, notamment concernant l'allocation aux adultes handicapés, 77% de ces droits sont en SLD, sans limitation de durée. C'est 68% pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et 80% pour la carte mobilité inclusion mention invalidité. Concernant l'évolution du nombre de droits ouverts, donc je vous en ai un petit peu parlé, vous pouvez constater que cette évolution, eh bien, elle est constante, qu'il s'agisse des moins de 20 ans, des 20-59 ans et des plus de 60 ans. Donc, le nombre de droits ouverts ne cesse de croître depuis 2022. En 2022, au 31 décembre, on avait 49 211 droits ouverts et en 2024, on atteint le chiffre de 56 760. Le nombre de demandes, je vous en ai également parlé, un nombre qui lui aussi ne cesse d'augmenter. Petit retour, 2024, 31 décembre, 42 016 demandes. Donc vraiment, ça augmente. Ça a augmenté de 18,62% depuis 2022. Les avis et les décisions, même topo, ça ne cesse de croître. Non, rien. Ça ne cesse de croître depuis 2022. À nouveau, on est sur 51 160 avis et décisions au 31 décembre. Et enfin, dernier petit chiffre, le nombre de personnes ayant déposé un dossier à la MDPH. En 2024, on a 21 633 personnes. Que vous dire également? Donc, c'est à peu près tout, si ce n'est que les délais moyens diminuent. Diminution du délai moyen, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Augmentation du nombre de demandes, 41%. Augmentation du nombre de décisions et avis. Et augmentation du nombre de personnes qui ont au moins un droit ouvert à la MDPH. Peut-être dire qu'on a beaucoup travaillé sur notre organisation, sur les circuits, faire passer des dossiers par des circuits un peu plus courts, prendre le temps quand c'est nécessaire pour évaluer certains dossiers plus précisément. Voilà, avec comme dans beaucoup de structures, parfois des agents absents et donc un travail remarquable qui est fait par les agents de la MDPH globalement pour essayer de tenir des délais parce que ce qu'on vise en réduisant nos délais, c'est d'apporter une réponse la plus rapide et la plus qualitative. Oui, voilà, efficiente possible pour les personnes. C'est notre objectif, en tout cas, c'est ce qu'on vise. Tout à fait. Aller vers avec une réponse de qualité. Je peux répondre à vos questions maintenant si vous en avez. Un grand merci à toutes et tous pour cette présentation, pour votre attention. La première question, c'est est-ce que le PowerPoint pourra être mis à disposition des participants? Oui, oui, évidemment, nous vous l'enverrons.
à quitter la présentation. Voilà, comme ça, on va. Du coup, enfin, moi, je suis impressionné de l'augmentation des demandes et des dossiers. Comment vous expliquez cette augmentation aujourd'hui? Est-ce que c'est mieux connu, plus de pathologies, augmentation de la population, un peu de tout? C'est multifactoriel. Oui, il y a eu une meilleure connaissance des dispositifs. Hein, effectivement, les gens connaissent mieux leurs droits. On a, Identification précoce. ouais, on a essayé aussi de beaucoup faire des informations pour que les gens aient le maximum d'informations possibles. Notamment, ça fait 2 ans, bientôt donc la 3e année en 2026, qu'on fait un forum départemental à La Roche et qui, du coup, enfin, il y a beaucoup de gens qui participent. On est assez proche des partenaires, on fait beaucoup de présentations. Voilà, donc je pense qu'il y a une meilleure information aussi sur les droits, mais c'est vrai aussi au niveau national. Et puis après, il y a eu des ouvertures, hein, ou en tout cas un élargissement des possibilités d'obtenir un certain nombre de droits. Je peux citer par exemple la prestation de compensation du handicap. Il y a eu un nouveau champ, notamment la prestation de compensation du handicap liée à la parentalité, qui aide les parents en situation de handicap à prendre en charge leurs enfants, qui eux ne sont pas forcément en situation de handicap, hein, mais c'est les parents qui sont en situation de handicap. Il y a eu aussi sur le champ de la PCH une nouvelle PCH, en tout cas de nouveaux critères d'évaluation pour les personnes qui rencontraient des troubles psychiques ou des troubles du neurodéveloppement. Donc avec ce qu'on appelle la prestation de compensation du handicap pour le soutien à l'autonomie. Donc ça a permis aussi d'ouvrir un certain nombre de droits. Voilà, et puis effectivement, bien, je pense que les gens ont aussi osent peut-être un peu plus demander qu'auparavant. Oui, un taux de non-recours qui est peut-être un petit peu plus faible, donc une meilleure connaissance des dispositifs, des informations collectives qui se sont multipliées. On a essayé de vulgariser au mieux et au plus les choses. On va vers, que ce soit les partenaires, que ce soit les usagers. L'idée, c'est de faire comprendre et de faire en sorte aussi que les dossiers soient le mieux remplis possible, que nos attentes, elles sont légitimes, mais les expliquer à tout le monde pour que finalement, lorsqu'un dossier arrive, il est complet et on puisse l'étudier le plus rapidement possible dans l'intérêt de l'usager. Il y avait une question. Combien y a-t-il de séances d'évaluation de l'équipe pluriprofessionnelle mensuellement? Ah, c'est difficile, c'est difficile de donner un chiffre. Disons qu'on a plusieurs types d'équipes pluridisciplinaires qui se réunissent donc chaque semaine. Que pour nous organiser, nous avons déterminé un peu un nombre de dossiers maximum et minimum à voir dans chacune des équipes pluridisciplinaires. On peut dire que sur le P enfant, donc on a 6 agents et ils sont en tout cas pratiquement tous, au moins en binôme, chaque jour, le matin et l'après-midi, en équipe pluridisciplinaire. Donc, ça peut faire un nombre d'équipes pluridisciplinaires sur la semaine qui peut aller entre 12 et 18 équipes pour une équipe comme celle-ci. Après, nous travaillons également pour les adultes avec des médecins vacataires, donc qui viennent nous aider à évaluer les situations, puisque, on vous l'a dit, dans les demandes, il y a le certificat médical, et donc c'est une pièce qui est très importante. Donc, en interne, nous avons médecins et infirmières, mais nous faisons appel aussi à ces médecins vacataires, donc eux viennent de façon régulière pour nous aider à évaluer, donc sur l'évaluation des adultes, mais qui correspond aussi à un plus grand nombre de droits. Par semaine, il peut y avoir entre 20 et 25 équipes pluridisciplinaires qui se réunissent. Avec à peu près, ça dépend, 15 dossiers par équipe pluridisciplinaire. Alors oui, en fait, ça dépend. Les dossiers enfants sont souvent des dossiers très touffus, avec un grand nombre de documents.
Nous avons des devis, nous avons des évaluations de la psychologue, la neuropsychologue, le GEVASCO donc de l'école. On peut avoir des bilans de psychologue. Enfin, bon, voilà. Donc, ce sont des dossiers très touffus. Pour les droits adultes, on a en général moins de documents à consulter. Donc, une équipe pluridisciplinaire enfant pour un temps déterminé d'étude de dossier, il peut être un peu plus long que l'étude d'un dossier adulte, encore que c'est théorique ce que je vous dis, puisque il peut y avoir des dossiers adultes qui sont très compliqués, et notamment lorsque nous avons une demande de prestation de compensation du handicap, que la personne est éligible, nous allons envoyer donc la demande pour évaluation à domicile par les équipes territorialisées du handicap. Et donc, ce sont également des situations qui sont du coup très complexes avec un grand nombre de volets qui peuvent être ouverts. Et effectivement, ça demande là aussi beaucoup de temps pour gérer et faire les propositions de droit. Oui, un peu plus de délai, il faut se rendre chez Oui. la personne, etc. La PCH ne prend pas en compte l'entretien du lieu de vie. Alors, c'est réglementaire, donc c'est dans les textes pour l'instant, parce que les associations, voilà, en tout cas, se mobilisent peut-être pour que ça change, mais pour l'instant, ça n'est pas réglementaire, donc on ne prend pas en compte le ménage. Pouvez-vous développer concernant les difficultés absolues et graves concernant la demande de PCH? Comment savoir s'il est préférable de demander une AEEH ou la PCH pour une personne lors de l'établissement du dossier? Alors, donc là, il s'agit d'une situation d'un enfant, puisqu'on parle d'AEH et de PCH. De toute façon, le conseil que je vais donner, c'est de donner le maximum d'informations dans le CERFA et que le médecin remplisse bien les éléments qui lui sont demandés. Je crois que vous l'avez compris, ce qui compte moins, c'est la pathologie. Ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce qui se passe pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe, quelle incidence la situation de handicap a et limite la vie quotidienne de l'enfant ou de l'adulte. Donc ça, c'est vrai pour tous, adultes ou enfants. Pour les enfants particulièrement, donc ce qu'on va regarder d'abord, c'est voir si l'enfant ouvre un droit à l'AEH. Et ensuite, il existe ce qu'on appelle le droit d'option, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas demander ou l'AEH ou la PCH, on va demander l'AEH et éventuellement la PCH. Et si l'enfant donc a, comme je vous l'ai dit, des difficultés suffisamment importantes pour pouvoir ouvrir un droit à la prestation de compensation du handicap, nous demanderons à l'équipe territorialisée du handicap d'aller à domicile voir avec la famille comment ça se passe et nous proposerons à la famille donc le choix entre si elle prend l'AEH ou si elle prend l'AH. Donc ça s'appelle le droit d'option et c'est ce qu'on propose donc aux familles. Organisez-vous des formations plus approfondies sur la PCH? Alors, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, en fait, avant de démarrer le webinaire, c'est qu'on pourrait peut-être refaire un webinaire un peu plus précis sur une thématique, sur un droit en particulier. Peut-être la PCH, d'ailleurs, c'est ce qu'on a éventuellement pensé tout à l'heure, ou sur la H, ou voilà. Alors, on fait à la demande des informations, oui, plus précises sur un droit ou sur un autre. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une formation ou une information sur le droit PCH à un certain nombre de structures médico-sociales qui se questionnaient, notamment quand leurs résidents retournaient à domicile. Il y a une prestation de compensation du handicap qui peut être donnée lorsque la personne est au domicile de ses parents ou à un domicile individuel et qu'il est pris en charge par ailleurs dans un établissement médico-social. Voilà, donc on le fait régulièrement en fonction de ce qu'on nous demande. Et pourquoi pas faire un webinaire spécifique sur une thématique en particulier. Oui, puis c'est très important pour nous, aller vers et puis expliquer les choses. Après, moi je pense que, je sens dans la question qui a été posée
le souhait d'apporter un maximum d'éléments pour qu'on puisse prendre la bonne décision, c'est vrai que c'est très utile parce que parfois, dans des dossiers, nous n'avons rien. On peut avoir un certificat médical qui nous dit que c'est tout comme avant il y a 10 ans. Donc, c'est tout comme avant il y a 10 ans, c'est pas possible. La personne, elle a changé, elle a évolué, surtout chez les enfants, hein. Si on prend un enfant de 6 ans et puis un enfant de 16 ans, ses besoins et ses capacités sont pas les mêmes. Donc, on a besoin beaucoup d'éléments médicaux et puis on tient vraiment compte du projet de vie exprimé dans le CERFA par les personnes. Et ça, c'est aussi un document. Peut-être que les gens ont l'impression que le document de demande, il est tellement grand qu'on ne va pas prendre en compte les éléments qui nous sont donnés, mais si on lit, on prend en compte et on appelle éventuellement pour avoir des précisions. Donc l'étude de chaque situation est faite vraiment de manière individualisée. Donc le plus d'éléments on a, le mieux c'est et on pourra répondre le plus finement à la fois aux souhaits et aux besoins des demandeurs. Et plus rapide se fait l'évaluation puisqu'on n'a pas à vous redemander des choses. Exactement. Non, il y a une question sur la rapidité, c'est est-ce que le traitement du dossier est plus rapide quand il est réalisé en ligne? Alors non. Non, absolument pas. Non, non, il n'est pas plus rapide. Il est plus simple puisque vous déposez directement vos demandes en ligne, mais il arrive de la même manière au service relations usagers qui va ouvrir le dossier en ligne et puis saisir les informations. Si besoin est, relancer l'usager pour avoir des documents complémentaires. Donc, Normalement, pour l'instant, oui, voilà, la plateforme devrait évoluer. Et donc, on a déjà vu là récemment quelques évolutions. Donc, pour l'instant, voilà, la demande, elle se fait en ligne et après, chez nous, c'est traité de la même manière qu'un dossier papier. En revanche, dans l'avenir, ça devrait être un peu mieux et les personnes auront la possibilité de redéposer des demandes, des pièces complémentaires directement en ligne. puis au-delà de ça, Il y oui, aura effectivement. des évolutions sur le suivi, je crois, C'est exactement, c'est-à-dire du dossier. qu'aujourd'hui, à peu près, on a 12% des demandes qui sont déposées sur la plateforme en ligne. L'idée, c'est qu'effectivement, ce soit le plus simple possible. Véronique l'a très bien dit, cette plateforme, elle ne cesse d'évoluer. Et dans une nouvelle version qui devrait être la V6, si je ne dis pas de bêtises, en gros, les notifications seront déposées directement sur la plateforme, ce qui rendra les choses plus simples, plus faciles, plus lisibles pour l'usager. Et c'est vraiment l'objectif. Puisqu'on est sur le dossier, la demande, il y a une question sur la MDPH a-t-elle mis en place des actions pour pallier l'absence du médecin traitant, ce qui est un souci Oui. dont on entend Oui. souvent parler. Oui. Alors, nous avons une convention avec la CPAM qui prévoit qu'en qualité de partenaire, nous pouvons la solliciter, l'informer d'une rupture dans le parcours de soins pour une personne. Et donc, nous lui demandons, notre sollicitation va sur leur passe, et donc nous leur demandons s'ils peuvent intervenir pour trouver un médecin traitant pour la personne. Peut-être préciser aussi que nous avons, donc je vous l'ai dit, quelques médecins vacataires. Nous avons encore la chance d'avoir un médecin et demi à la MDPH, mais ce ne sont pas habilités à faire des certificats médicaux. C'est important préciser. Voilà, donc on a vraiment besoin de cette pièce médicale. Et ce qu'on dit aussi aux gens, c'est d'aller voir leur médecin et de demander, enfin de dire que c'est pour construire le dossier de la MDPH. Parce que comme ça, il prendra le temps lors de la consultation de bien remplir le document et de pas simplement dire, voilà, mon patient a telle pathologie, mais de bien échanger avec lui et de voir quelles sont les incidences de ce problème de santé sur sa vie quotidienne. Parce qu'on a vraiment besoin d'informations particulières et que le certificat médical soit rempli, j'allais dire, correctement, mais précisément. Alors, on fait ce type de demande relativement peu finalement, voilà. Mais c'est vrai que pour certaines situations qui sont voilà, très, très compliquées, là par exemple, la dernière sollicitation que j'ai faite, c'était en début de semaine pour un enfant qui
est en difficulté dans son parcours de soins, qui a vraiment besoin d'un renouvellement, notamment d'un traitement. Et la famille n'a plus de médecin traitant depuis 1 an. Et quand elle sonne aux portes de tout le monde, personne ne répond. Donc voilà, donc j'espère qu'ils trouveront une solution. Toujours dans la même idée, on pose la question, est-ce que dans certains cas, le certificat peut être rempli par un médecin de la MDPH? Alors non, je vous l'ai dit donc tout à l'heure, Oui, donc c'est et pas dans possible. quel cas coche-t-on la case « J'ai des difficultés à faire remplir mon certificat médical » et que se passe-t-il quand c'est coché? Alors, normalement, quand le dossier arrive à l'accueil, s'il ne comporte pas un certificat médical et qu'il n'est pas recevable. Donc, on va forcément redire à la personne qu'il faut qu'elle nous donne son certificat médical. C'est une pièce obligatoire. Si on voit qu'elle a des difficultés, ben, on pourra intervenir en faisant cette demande auprès de la CPAM. C'est notre seul moyen d'action aujourd'hui. Il faut absolument cette pièce qui doit être datée, signée avec le tampon du médecin. Oui, le numéro RPPS du médecin. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Pour l'instant, non. Pour l'instant. Il n'y a pas d'autre solution. Existe-t-il un interlocuteur privilégié pour les nouvelles demandes et pour les professionnels, en fait? Alors, notre interlocuteur, c'est la famille, la personne concernée. Donc, non, il n'y a pas d'interlocuteur particulier. Nous donnerons les éléments de toute façon de suivi du dossier ou les éléments à la personne. La personne peut, comme toutefois, si elle n'arrive pas à se débrouiller toute seule, nous solliciter en disant « je souhaite que vous répondiez à Madame X ou Y », ça c'est possible. Et puis nous avons avec certains partenaires construit avec l'aide de la juriste un document qui permet un échange de données. Mais vraiment, nous, ce qu'on souhaite, et puis c'est vraiment important aussi par rapport à un principe de respect, d'autodétermination de son projet par la personne, c'est que ce soit pas un partenaire qui nous demande des choses, mais vraiment la famille. Alors le partenaire, il peut aider la famille à rédiger un courrier, à faire un mail, à nous solliciter et nous répondrons. Et si nous sommes amenés, avec son autorisation, à donner des éléments à un partenaire, de toute façon, on lui fait copie de la réponse qu'on aura apportée au partenaire, puisque c'est jamais, en tout cas, sans son accord. Ce sont des données sensibles, confidentielles. Exactement. L'important, c'est que l'usager soit au courant. Oui. Et puis pour nous, il est important de mobiliser la personne. C'est peut-être parfois un peu plus facile de se dire, bon, bah tiens, je vais appeler directement à la MDPH pour avoir un renseignement. Voilà, bah nous devons respecter cette zone importante de respect de la personne et de son choix, et donc on ne fera pas sans elle. Non, je reviens un tout petit peu en arrière, parce qu'il y a une question qui est arrivée après sur le certificat médical. Peut-il être fait par un médecin en vidéoconférence? Enfin, c'est les téléconsultations. Oui, les téléconsultations, bah alors là, enfin, à partir du moment où il signe son CERFA, il atteste que ce qu'il a dit est vrai. Donc, je ne sais pas comment fonctionne exactement dans le détail, si toutes les visioconférences fonctionnent de la même manière, mais il faudra absolument qu'à un moment donné, il y ait un échange de papier signé, daté, avec le code RPPS du médecin. Donc, peut-être que certains médecins font par visioconférence et ensuite envoient le document. Ça, moi, je ne sais pas, c'est la responsabilité du médecin qui est en… Il nous faut, quoi qu'il en soit aujourd'hui, ce document papier. Oui, enfin, papier ou scanné, dans notre dépôt en ligne. Mais… voilà. Donc, je ne sais pas si les médecins le font ou pas. On se renseignera. Oui, c'est important. Mais en tout cas, il nous faut le justificatif parce qu'il engage sa responsabilité de médecin en donnant des informations réelles et en remplissant le document. Je pense qu'il y a deux, enfin, faut pas confondre téléconsultation. Il y a le médecin généraliste qui a développé un système, mais qui connaît le patient et qui ne peut pas se déplacer au domicile. Et la personne ne peut pas venir, mais il connaît bien la personne et suite à un entretien, va remplir le certificat. Ce que j'entends peut-être dans la question, c'est maintenant il y a des cabines de téléconsultation dans les pharmacies. Vous avez une angine, une infection urinaire, vous avez un médecin dont vous ne savez pas
qui il est, j'imagine assez mal qu'il accepte de Voilà. remplir un certificat aussi engageant qu'un dossier pour un dossier MDPH, mais C'est engageant et ça doit être complet puisque oui, il doit avoir quand même, comme vous le dites, une connaissance de son patient Là. et de savoir voilà, qu'est-ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut Hein. pas faire, quelles sont ses difficultés. Puis la Donc rencontre oui. physique me paraît importante dans ce cadre de document, en tout cas. Est-ce que les ergothérapeutes de la MDPH peuvent se déplacer à domicile pour une évaluation des besoins d'aménagement? Peut-on faire appel aux ETH? Alors, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je vais le préciser. Donc, nous avons deux ergothérapeutes, enfin deux et demi. Alors, il n'y en a pas une qui s'écoupe en deux, mais on a deux postes et demi d'ergothérapeutes. Et effectivement, lorsqu'il y a des besoins d'évaluer l'aménagement du logement, du véhicule ou quelques aides techniques, elles vont à domicile. Donc, c'est elles qui jugent s'il faut aller à domicile ou pas. Et puis, nous avons également un conventionnement avec des ergothérapeutes libérales qu'on va mandater et qui vont aller à domicile et également avec Solia pour un certain nombre d'aménagements un peu plus complexes. Donc voilà, donc l'ergothérapeute va à domicile, on déclenche, on va dire, son intervention et son évaluation à partir du moment où la personne dépose un dossier demandant la prestation de compensation du handicap, puisque tous les frais qui sont payés et financés pour tous ces types de PCH, ce sont des frais payés par le département. Donc voilà, on engage, en fait, il faut demander la PCH pour ensuite avoir éventuellement, c'est elle qui juge hein, si elles vont à domicile, dans quel cas, ou s'il y a besoin d'une ergothérapeute. Parfois, les gens bénéficient déjà d'un appui d'ergothérapeute dans des structures, peut-être un SSR, voilà, et donc on va, ou bien un SAMSA, et donc on va prendre déjà l'évaluation de ces professionnels. Là, on ne va pas retourner à domicile, ce serait contre-productif et trop onéreux. On s'appuie là-dessus. Voilà, donc on s'appuie sur ces évaluations-là, mais autrement, oui, nos ergos essentiellement font leur travail d'évaluation à domicile. Alors, dans le cas de plusieurs handicaps, un principal et plusieurs comorbidités, faut-il attendre d'avoir tout le dossier complet avec l'ensemble des diagnostics terminés ou vaut-il mieux envoyer la demande avec les infos actuelles et le compléter par la suite? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend. Euh, En fait, comme je vous l'ai dit, c'est pas tant la pathologie, c'est plutôt les conséquences sur la vie quotidienne. Donc, on a besoin évidemment de savoir ce dont souffre la personne. C'est, je pense, un petit encart en haut dans le début du cerfa médical. Après, effectivement, ce qu'on a besoin de savoir, c'est toutes les difficultés. Alors, enfin, je ne sais pas exactement ce que recouvre cette question, mais le plus d'éléments qu'on a, c'est bien, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Plus on a d'éléments, plus on va pouvoir décider. Après, parfois, on reçoit des gros dossiers avec tout un tas de comptes rendus, de différents, de plusieurs examens qui ont eu lieu. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un certificat médical bien précis. Voilà, si c'est le généraliste qui a ordonné tout un tas d'examens qui est en lien avec un spécialiste ou deux ou trois spécialistes, eh bien, il peut lui faire la synthèse dans le document médical et nous donner les éléments. Voilà. Et ça concourt à la gestion. Parfois, on a même les photographes, les radios. Enfin, voilà, les gens peuvent nous donner tous les documents qu'ils souhaitent nous donner. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est surtout pouvoir évaluer euh, en quoi la personne a des besoins, dans quel domaine, pour pouvoir lui ouvrir des droits. Donc, le plus d'éléments, mais peut-être le mieux est l'ennemi du bien. Donc, il faut voir ce qui est le plus nécessaire. De toute façon, s'il nous manque des éléments ou si on ouvre un droit qui ne semble pas adapté, la personne aura toujours la possibilité de faire un un recours et nous donner des éléments complémentaires par la suite. J'ai l'impression qu'il y a des questions qui tournent sur l'accès pour les professionnels
s'occupe du patient. Donc, y a-t-il, je dirais, un organigramme qui peut être diffusé avec des accès possibles? Et il y a une question qui a été posée 2 fois, et en disant, est-ce qu'il est possible d'avoir l'information sur les notifications MDPH dans la mesure où la personne n'est pas toujours au courant, et qui a eu cette information? Alors, Ouais. Un professionnel peut la récupérer. Voilà, alors on a souvent hein, cette question. Oui, Donc voilà, j'ai déjà donné des éléments, mais je continue, je répète ou je redis. Pour nous, notre interlocuteur, c'est la famille. Alors évidemment, il y a des familles qui vont avoir peut-être plus ou moins de difficultés pour comprendre, pour lire les notifications qui sont peut-être parfois un peu compliquées. Voilà, si c'est le cas, il faut que cette personne ait l'accord de la personne pour qu'on lui donne des infos. Et enfin, il y a. Alors après, bon, moi, je pense que c'est important aussi d'aider et de mobiliser la personne pour qu'elle comprenne sa notification. Je pense que c'est mieux que ce soit elle qui comprenne et qui se saisisse de ses droits et de la mise en œuvre de ses droits, plutôt que quelqu'un qui va l'apporter à sa place. Donc, les partenaires qui peuvent accompagner les familles peuvent prendre peut-être le temps, si c'est possible, de lire le document avec la personne pour lui expliquer. Tout le monde reçoit la notification, hein. Donc, à moins d'un problème de la poste, à ce moment-là, il faut nous le signaler. Et nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie à la personne le document. Ça arrive assez souvent. On renvoie à la personne et on prévient le partenaire qu'on a renvoyé la notification à la personne, ce qui fait que le partenaire peut accompagner la personne dans la lecture et la compréhension du document. Après, les gens peuvent toujours aller vers les équipes territorialisées du handicap en proximité de leur domicile ou venir à la MDPH et on peut leur expliquer aussi les droits. On le fait régulièrement à l'accueil pour des explications de droit lorsqu'une personne a mal compris ou pas compris. Ça fait partie aussi de notre travail. Accueil MDPH ou ETH? Oui, accueil MDPH ou ETH. Voilà, si quelqu'un qui habite à Thonon, il peut aller à l'équipe territorialisée. Il y a les coordonnées sur notre PowerPoint, donc vous pourrez C'était une question que j'avais d'ailleurs, c'est est-ce que le dossier peut être déposé oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. En fait, il regarde l'éligibilité, il regarde s'il y a toutes les pièces et puis ensuite il nous l'envoie. Et on prend en compte la date de dépôt sur le TH, oui, et non pas la MDPH. Ça peut permettre d'ouvrir certains droits un peu plus tôt, puisqu'il y a des règles aussi définies pour l'ouverture de certains droits. Est-ce qu'un trouble du stress post-traumatique permet à une personne de bénéficier de l'AAH? Alors, alors là, je ne peux pas dire oui ou non, mais je peux dire que la personne peut déposer un dossier. Et si cette pathologie provoque pour elle beaucoup de limitations dans sa vie quotidienne, professionnelle, etc., nous étudierons la possibilité d'une ouverture de droit à l'allocation adulte handicapé. Pourquoi pas? Tout dépend toujours du retentissement. Exactement, exactement. Et tout à l'heure, quand on parlait d'interlocuteurs privilégiés, c'était de professionnel à professionnel. Oui, alors c'est pareil, hein, de professionnel à professionnel, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, notre interlocuteur, je leur dis encore, c'est la famille. Et donc, effectivement, on sait qu'il y a des assistantes sociales, notamment, de structures ou, voilà, qui souhaitent intervenir à la place des familles ou pour faciliter, hein, je ne dis pas que c'est voilà, c'est pour faciliter l'accès aussi de la famille à ses droits et à la compréhension de sa situation et puis des droits qu'on peut ouvrir. OK, pas de problème, mais à ce moment-là, il nous faut il faut l'autorisation de la personne et le mieux, nous, ce qu'on préfère, surtout si une assistante sociale, par exemple, de secteur ou dans un établissement qui va rencontrer régulièrement la famille pour lui expliquer un certain nombre de choses ou l'accompagner dans ses démarches,
on peut tout à fait renvoyer à la famille et puis elle se met d'accord avec la famille en lui disant que dès qu'elle a reçu de nouveau ses papiers, si elle les a perdus, elle va pouvoir revenir et on va lui donner les explications qui sont nécessaires. Oui, on Voilà. essaie toujours de trouver des solutions de proximité. Oui. Et puis, Voilà, après, dans certains cas, on donne un certain nombre d'éléments, mais ça va plutôt être des éléments généralistes plutôt que des éléments particuliers. Ah. On a eu récemment une demande d'un partenaire de l'aide sociale à l'enfance qui nous sollicitait pour avoir des éléments sur le dossier de handicap d'un enfant pour lequel il avait eu un signalement. Donc, on a dit, ben, on pourra vous donner les éléments une fois que vous aurez vu la famille, que vous lui aurez demandé si elle est d'accord pour que nous vous transmettions les infos. Voilà. C'est comme ça qu'on pratique. Comment sont maintenus les droits lors de changements de domicile hors département pour la poursuite des études, par exemple? Alors en général, bon, pas toutes les MDPH font comme ça, mais la plupart, si une personne arrive dans notre département, donc on va réenregistrer ses droits. Si elle part dans un autre département, il faut qu'elle nous donne son justificatif de son nouveau domicile et nous envoyons le dossier à la MDPH dans laquelle elle va résider. Et en général, avant de transmettre, nous évaluons les droits. Après, il y a des droits qui sont difficiles à évaluer. Si c'est une prestation de compensation du handicap, il va falloir que l'on s'arrange avec la MDPH du domicile pour que les agents du nouveau domicile aillent à domicile, nous fassent le... Voilà, c'est un peu compliqué. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait. Vraiment, ce qui nous guide, c'est l'intérêt de la personne et pas... on est une administration, enfin, mais on essaye d'être à taille humaine et donc on prend en compte le besoin de la personne. Donc on essaye de faire en sorte que si elle quitte le département, elle ait bien ses droits pour pouvoir les faire valoir et qu'elle n'ait pas à redéposer une nouvelle demande ailleurs. Oui, parce qu'on sait En qu'il y a des général. délais, vraiment, je disais phase transitoire, mais c'est exactement ça. Notre priorité, c'est l'usager. Et puis après, il faut 3 mois pour acquérir un nouveau domicile de domicile. Donc du coup, on reste domicile de secours. Donc pour le paiement de certains droits, c'est normal que ce soit nous qui étudions avant de repasser à une autre MDPH. Ouais. Si un dossier a été déposé en attente d'une réponse et qu'une demande de PCH non prévue lors du dépôt vient se rajouter, faut-il refaire un dossier complet? Non, il ne faut pas refaire un dossier complet. Si le dossier est encore en cours d'étude, il vaut mieux renvoyer des documents. Les agents qui vont le réceptionner vont faire le nécessaire pour le rajouter et nous étudierons globalement le besoin. Ce qu'il faut dire aussi peut-être, c'est que la personne, elle peut cocher juste RQTH. Et si on voit qu'elle a la possibilité d'ouvrir d'autres droits, nous allons lui proposer d'autres droits. C'est notion de demande générale. Ou une demande générique. Générale. Donc c'est une nouvelle notion qui est arrivée et ce qui fait que à chaque fois que nous étudions un dossier, nous l'étudions globalement. Donc on regarde vraiment tous les droits auxquels la personne peut répondre et parfois on appelle, en général on appelle parce que vous avez des gens qui n'ont pas envie par exemple d'avoir une carte d'invalidité. Peut-être qu'ils ont un taux à 80 mais ils n'ont pas envie de l'avoir. Donc on vérifie qu'ils ont bien compris et qu'ils la veulent ou qu'ils ne la veulent pas. Voilà. En général on fait un appel. Alors, il y a une demande de précision. Quand on coche la case j'ai rencontré des difficultés à faire remplir mon certificat médical par un médecin, c'est à ce moment-là où la CPM est sollicitée pour aider la personne à trouver un médecin traitant. Pas forcément, non. Non, non, pas forcément systématiquement, parce que sinon, peut-être qu'on ferait beaucoup. On redemande à la personne de trouver un médecin traitant, c'est-à-dire qu'on lui dit, votre dossier n'est pas recevable, il nous faut la pièce médicale. À ce moment-là, en général, les gens nous recontactent pour dire, je ne peux pas parce que je n'ai pas de médecin traitant. C'est à ce moment-là qu'on fait la demande. Ou alors, voilà, peut-être ça peut être un partenaire qui nous dit, ben, on connaît cette famille, mais vraiment, il n'y a pas de solution. Donc, à ce moment-là, on fait... Bon, il ne faut pas mettre non plus trop d'espoir dans cette sollicitation. On a une convention avec la CPAM. S'il n'y a pas de docteur, la CPAM, elle n'en trouvera pas plus que les autres. Hein. Donc, elle essaye d'en trouver un, mais parfois, on a des réponses. Voilà.
Après aussi, la CPAM, parfois, elle est un peu empêchée dans sa recherche parce qu'il faut, pour qu'elle retrouve un médecin traitant, qu'elle puisse entrer en contact avec la famille. Et parfois, les gens ne répondent pas. Donc, parfois, on clôt cette demande juste par manque de contact entre la CPAM et la famille. Mais parfois, ça fonctionne. Oui, parfois ça fonctionne très bien, et tant mieux. Après, toute personne a la possibilité de saisir la CPAM pour avoir un appui pour trouver un médecin traitant. Il peut aller à son antenne de référence et puis solliciter la CPAM. On a eu des familles qui nous ont fait un retour en nous disant qu'elles avaient été très bien reçues et que grâce à cette simple démarche, elles avaient pu obtenir un rendez-vous avec un médecin. Pour rédiger correctement le projet de vie, mis à part le médecin, existe-t-il des organismes pour aider? Alors, tous les partenaires qui peuvent être autour de la personne ou voilà, peuvent aider à remplir. Le projet de vie, il est surtout dans le CERFA de demande. La personne peut être aidée, donc parfois c'est la famille, c'est un proche, ça peut être un voisin. L'essentiel, c'est qu'on ait des éléments sur ce que souhaite la personne, ses difficultés. C'est pas la peine qu'elle nous redise tout ce dont elle souffre, parce qu'en fait, on l'a dans les éléments médicaux. En revanche, elle, ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas. Voilà, c'est plutôt ça dont on a besoin, justement pour respecter voilà, est-ce que son projet vraiment, ce qu'elle souhaite, voilà. Donc après, on a donc la possibilité d'être accompagné sur les équipes territorialisées. Et puis à la MDPH, vous pouvez être aidé. Alors on est un petit peu embêté parce que il y a une assistante sociale qui était à l'accueil, je le dis avec le sourire, puisqu'elle a changé de poste et qu'elle est venue travailler au DAC. Donc du coup, nous allons recruter une nouvelle assistante sociale, mais effectivement, elle accompagnait les gens dans, c'était son rôle. C'est toujours son rôle. Donc, on a beaucoup d'espoir de recruter quelqu'un qui pourra accompagner les personnes dans l'écriture de leur projet et puis la constitution du dossier. Et cette personne, elle indique aussi aux gens, parce que quand vous êtes face à un formulaire et puis qu'on vous dit, tiens, vous pouvez avoir le complément de ressources, voilà, on est tenté de se dire, bah, tiens, pourquoi pas le demander? Mais peut-être que du coup, d'emblée, on peut expliquer à la personne que non, elle ne répondra pas aux critères ou que ce ne sera pas forcément. On peut réexpliquer quel est ce droit ou cet autre droit. Et du coup, ça aide les gens à remplir correctement leur dossier. Oui, on a mis en place cet accueil de second niveau qui fonctionne très très bien. On a plus de 350 personnes qui ont été reçues sur l'année 2024, ce qui est assez considérable. Et Florine, pour ne pas la nommer, faisait un travail de grande qualité pour vulgariser, pour simplifier les choses, expliquer, tout simplement. Après, nos agents d'accueil, au-delà de l'assistante sociale, le font également. Et c'est leur travail d'écouter les personnes et de les aider, de leur dire oui, ça, les pièces, etc. Donc, il y a quand même un accueil. C'est pas un accueil avec un guichet, quoi. Voilà, c'est quand même un accueil. On écoute les gens et on essaye de les guider au mieux. Y compris sur les ETH. Oui, y compris sur les ETH, bien sûr, y compris sur les ETH. Après, chaque ETH a des organisations différentes, mais les gens peuvent tout à fait venir se présenter et elles peuvent être aidées et guidées. Si un professionnel est mentionné dans le CERFA, considérez-vous que l'accord a été donné par la famille? Non, on peut considérer que donc on voit que la personne a été aidée, donc on pourra donner quelques renseignements, on va dire, mais en tout cas, on pourra peut-être c'est plutôt une aide pour nous pour appeler le partenaire en lui disant, voilà, il y a tel ou tel, il manque telle chose, on a telle difficulté ou on aurait besoin de savoir. Voilà, ce que vous faites ou voilà, quelle est la situation, on n'a pas compris ça, voilà, on va plutôt l'utiliser dans ce sens-là. Ouais. C'est plutôt une personne ressource qu'on pourrait solliciter. Mais ce ne sera jamais à la place de l'usager. Non, on va plutôt voilà, demander en tout cas l'accord effectif, voilà.
Vous avez déjà un peu répondu, mais lors de la construction du dossier de demande, est-ce au demandeur de noter toutes les aides dont il pense avoir besoin ou est-ce au comité le comité qui propose les aides en fonction du handicap Voilà. et des difficultés? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la personne, elle peut cocher ce qu'elle pense pouvoir avoir. Et puis, de toute façon, on fera une étude globale des besoins de la personne et on lui proposera les droits en fonction de sa situation, les droits dont elle pourrait bénéficier. Y a-t-il les services MISAS dans tous les départements? Les services MISAS, MISAS, ouais. MISAS. je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas si la personne Elle va- qui a posé la question est toujours en Est-ce ligne. qu'elle peut Vous pouvez préciser? Oui, préciser. MISAS. Il y a encore une question, puis on va bientôt arrêter. Mais pour un renouvellement sans modification, est-il préférable de cocher la procédure simplifiée? Alors, on peut demander le renouvellement de ses droits à l'identique. Ça, c'est possible. Après, il faut quand même nous donner un certain nombre d'éléments. Donc, on va de toute façon procéder à une évaluation des besoins. Voilà. Donc, en tout cas, nous étudions que la personne coche à l'identique ou pas. Nous allons étudier les documents transmis. Pourquoi? Parce que la personne, elle peut penser pouvoir prétendre à un droit à l'identique, mais peut-être que la réglementation a changé, les critères d'évaluation ont changé, et donc du coup, on pourra peut-être proposer autre chose, soit en sa faveur, soit peut-être en baissant un taux, par exemple, ou en changeant. Voilà, mais de toute façon, si on propose une décision qui change trop le droit que la personne avait auparavant. Par exemple, si elle a eu des droits pour un taux supérieur à 80 et qu'elle a vu qu'elle ait demandé un renouvellement identique ou pas, qu'elle a vu des éléments fournis, elle ne répond plus aux critères, on va l'appeler ou la recevoir pour lui expliquer en quoi sa situation a changé et pourquoi son droit va être modifié. Oui, il ne reçoit pas une décision de but en blanc en lui disant c'est fini. Voilà. On appelle les gens. On appelle ou on reçoit. Et donc, MISAS, donc c'est la mission accompagnement santé de la CPAM. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, alors, ça s'appelle pas comme ça. Enfin, ça s'appelle bien la MISA, d'accord. Voilà. Oui, ça existe normalement, oui, je pense, dans tous les départements. Et donc, je leur dis encore, les personnes peuvent aller directement à la CPAM pour en bénéficier. Pas la peine de passer ni par la MDPH ni par un partenaire qui a passé convention. Le sens de la convention qu'on a passée, c'est plus pour les situations les plus critiques ou les plus complexes ou des gens qui ont vraiment de grandes difficultés et qui ne pourraient pas se rendre par eux-mêmes dans un bureau CPAM. Sinon, les gens peuvent y aller, c'est même plus rapide, je pense, de faire comme ça. Ouais. Une question concernant les demandes de RQTH avec orientation et formation. Quelle coordination existe avec France Travail et Cap Emploi? Est-il toujours dans la boucle? Oui, alors, donc, nous avons depuis 2009 à la MDPH une convention de partenariat avec le service public de l'emploi. Cette convention, elle prévoit que nous collaborons avec les services de Cap Emploi, de France Travail et des missions locales du département pour échanger sur le parcours professionnel des personnes. Donc, nous avons effectivement une collaboration avec eux et à l'intérieur de la MDPH, nous avons deux personnes, une référente évaluation et un référent insertion professionnelle qui sont en lien avec ces organismes. Nous accédons également au dossier unique du demandeur d'emploi, donc nous pouvons également avoir des informations sur le parcours suivi. Et puis, depuis récemment, nous sommes nous expérimentons un dispositif. Voilà, on est un des territoires pilotes pour
une nouvelle disposition de la Conférence nationale du handicap qui prévoit que toute personne qui voudrait être accueillie dans un établissement de type ESAT, faire une formation en ESRP ou être accompagnée par le DEA, donc pour l'instant c'est surtout sur les 2 premiers champs, doivent être reçus pour un bilan professionnel par soit France Travail, soit Cap Emploi. Et donc, nous avons démarré cette expérimentation, enfin cette mise en œuvre. Il y a 5 territoires qui sont repérés au niveau national, qui sont pilotes et qui travaillent cette modalité donc d'accompagnement. L'idée, c'est vraiment de proposer aux personnes d'avoir une possibilité de réfléchir à leur projet professionnel et de se dire, bon, ben, j'ai besoin d'aller dans un ESAT ou j'ai besoin de faire une formation en ESRP adaptée à mes difficultés de handicap, ou alors, eh bien, je peux aller et je peux être accompagnée par France Travail ou Cap Emploi pour aller trouver un travail et me maintenir dans un emploi dans le milieu ordinaire de travail. Donc voilà, donc oui, nous avons une grande collaboration avec eux. La nouveauté, c'est, enfin, dans le passé, on faisait la RQTH et puis on faisait aussi des orientations, notamment vers le marché du travail ordinaire, mais ça, on ne le fait plus. La RQTH suffit pour être accompagné par les organismes tels que Cap Emploi et France Travail et les missions locales. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Super. Beaucoup de remerciements pour, merci à pour vous. votre intervention qui a été, je pense, appréciée. Tant mieux. On reste disponible pour N'hésitez pas. une réunion peut-être plus thématique. Il y avait pas mal de questions sur peut-être la constitution du dossier. On peut peut-être faire quelque chose d'un peu plus ciblé. Et puis éventuellement la PCH ou les droits financiers, AEH, PCH, les enfants. Voilà, donc on est tout à fait. Oui, pour des focus spécifiques, Oui. ça peut être intéressant. Un grand merci. Merci à vous tous, parce que je crois que vous étiez nombreux. Voilà, on espère qu'on n'a pas été, on a été Trop intéressants. soporifique. Voilà. Bon Merci après-midi à beaucoup. toutes et Au tous. revoir.